Bienvenue dans Tous Danseurs, le premier podcast dédié 100% à la danse. Merci de partager ce moment avec nous. Moi, c'est Dorothée. J'aime saupoudrer ma vie de soleil et je porte en moi la passion de la danse depuis l'enfance. Tous Danseurs, c'est une conversation avec un acteur de la danse d'aujourd'hui et de demain. On y parle de toutes les danses. Un temps suspendu pour découvrir des parcours insolites de femmes et d'hommes qui vivent passionnément danse, des artisans du mouvement. Danseurs et athlètes, costumiers, chorégraphes, metteurs en scène, musiciens, chercheurs, des créateurs et ouvriers de la danse. Dans l'ombre ou la lumière, ils sont tous en mouvement, tous artistes, tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcast. Ah, j'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions. Aujourd'hui, je reçois Claire Verlet, programmatrice danse du Théâtre de la Ville de Paris. Elle œuvre pour la visibilité des talents, quel que soit leur style de danse. Elle aime soutenir des voix uniques et faciliter leur éclosion. Elle raconte son métier et Danse élargie, l'un des rendez-vous du Théâtre de la Ville pour rencontrer les artistes de demain. On l'écoute avec joie. Bonjour Claire. Bonjour. Merci de me recevoir dans ton bureau depuis le Théâtre de la Ville Sarah Bernard. Claire Verlet, programmatrice de la danse au Théâtre de la Ville, directrice artistique, dénicheuse de talents, soutien de talents. Qu'est-ce qu'on pourrait ajouter encore ? Non, c'est-à-dire dénicheuse, moi je considère toujours que c'est quand même les artistes qui se découvrent à nous. J'aime pas tellement dire j'ai découvert un tel ou un tel, parce qu'on n'a absolument aucune propriété sur les artistes d'abord. Et je pense que leur travail va se révéler d'une manière ou d'une autre. Mais enfin c'est vrai que j'ai facilité pour certains l'arrivée en France et le retentissement qu'ils ont pu avoir, notamment en passant au Théâtre de la Ville ou même avant quand j'étais au Centre national de la danse. J'ai pu faciliter les choses, mais je n'aime pas du tout mettre ça en avant. Je pense qu'un artiste qui le mérite va de toute façon à un moment donné se révéler. Éclore. Exactement, éclore. Tu portes un regard, c'est aussi ça. C'est porter un regard sur quelqu'un à un moment T. Et ça va peut-être faciliter son éclosion. C'est-à-dire que quand on a la chance de découvrir un grand artiste, là j'utilise encore une fois le mot découvrir, mais de voir un grand artiste dans un pays où on se trouve peut-être pour une autre raison, et on voit ce spectacle-là en marge de ce qu'on avait prévu d'aller voir, c'est vrai que c'est une chance inouïe. C'est vraiment vraiment le très, très grand plaisir de ce métier. Il y a aussi des revers de la médaille où on va voir une création qui n'est pas exactement ce qu'on attendait. Enfin bon, bref, ça c'est un peu le dessous de la table. Enfin c'est vrai que quand on a la chance de voir un grand artiste qui n'est pas encore connu ou pas suffisamment connu, on va faire... Moi, ça me vient... C'est un cri du cœur en fait. J'ai envie de partager avec tous mes collègues en France et à l'étranger le fait que le talent de cet artiste et qu'il soit vu le plus vite possible et par le plus grand nombre possible. Tu as le sentiment de vivre un moment privilégié, c'est-à-dire d'être en amont de ce qui va arriver. Oui, ça c'est vrai. C'est vrai. Et là, parfois on se demande comment se fait-il qu'on n'a pas connu cet artiste avant ? C'est pas normal. Mais il faut faire vite pour réparer cet oubli. Finalement. Et c'est là que tu entres en scène. Oui, c'est ça. Mais pour moi, c'est quelque chose de naturel, parce que c'est vraiment une réaction par rapport à un talent qui n'a pas été encore mis en valeur. Voilà, mais j'ai pas du tout envie de m'enorgueillir de ça, parce que je trouve que c'est normal. C'est exactement ce qu'on doit faire quand on a cette possibilité ce pouvoir-là, de montrer le travail d'un artiste. Et le partager. Je pense que moi, je suis vraiment très, très... Je veux pas du tout qu'on garde les choses pour soi. Au contraire, il faut vraiment être dans le partage. Et quand on fait venir un artiste de loin, j'essaye toujours d'organiser une tournée, d'appeler les collègues. Enfin, c'est pas mon travail de le faire, mais je le fais. J'appelle les collègues. Je dis, voilà, on essaye de s'organiser tous ensemble pour faire venir cet artiste. Déjà pour... Ne pas faire un aller-retour à Paris, parce que c'est quand même, écologiquement, c'est quand même un peu un désastre. Mais profiter, faire venir quelqu'un de la Colombie ou de la Chine, on en profite pour le faire dans plusieurs villes à Paris et en Europe. Donc d'être une facilitatrice ? Oui, c'est ça. Moi, j'aime beaucoup mieux ce titre de facilitatrice, ouais, c'est ça. En soutien de la danse, ça c'est sûr. En soutien de la danse et d'autres... moi, j'aime tous les arts. En fait, je ne les oppose pas du tout. Je pense qu'au contraire,
Au contraire, les arts se nourrissent les uns des autres. On voit les rapports de la danse et des arts visuels notamment. Mais tous les arts s'enrichissent les uns des autres à tout moment. Mais quand même, tu as une casquette qui est celle d'être programmatrice de danse pour le Théâtre de la Ville. Oui, mais en fait, je programme. Enfin, disons que quand je voyage, je vois aussi beaucoup de théâtre. J'ai vu beaucoup de théâtre dans ma vie, presque autant que de la danse. Et donc, quand je vois une jeune compagnie qui est à découvrir, je la ramène. Je la ramène dans les bagages. Oui, c'est pas cloisonné comme ça. Non, c'est pas du tout cloisonné. Je m'occupe aussi pas mal de la musique classique. Non, c'est pas cloisonné du tout. Et pour parler de la danse, qu'est-ce qu'elle permet, la danse ? Alors, la danse, déjà, moi, ce qui me fascine, c'est qu'un chorégraphe part d'une page blanche. Alors, il arrive aussi qu'un metteur en scène le fasse avec les écritures de plateau, mais enfin, quand même, c'est pas tout à fait la même chose. Le chorégraphe part d'une page blanche et son matériau, c'est le corps des danseurs. Et surtout quand il n'y a pas de décor, quand c'est vraiment que les corps sur un plateau, je trouve ça absolument fascinant. Tout ce qui peut être fait, pourtant Dieu sait si depuis que l'humanité existe et que la danse existe, il a pu vraiment être fait des tas de formes différentes. Mais quand même, encore aujourd'hui, chaque fois, on repart d'une page blanche et on invente quelque chose avec des corps sur un plateau. Je trouve ça absolument extraordinaire. Et toi, tu l'as connue, la danse, dans ton corps ? Tu as été danseuse au départ ? Oui, j'ai été danseuse jusqu'à l'âge où on devait faire une transition vers une autre... à l'époque, on disait reconvertir, mais maintenant, on parle de transition vers une seconde carrière. Voilà, j'ai commencé par enseigner dans les conservatoires et puis après, je me suis dit que c'était beaucoup d'énergie pour... des résultats, voilà, il y a peu d'élus finalement. Et je me suis lancée dans la production. Il y avait cet appel pour la production, la diffusion, être en soutien. Oui, c'est ça. Les choses se sont faites un petit peu par hasard, mais voilà, c'est comme ça. C'est ça. Mais en fait, quand j'y pense, ma première programmation, je l'ai fait à l'âge de 20 ans. Et c'était une programmation de jazz, donc voilà, il n'y a rien à voir. Et à l'époque, du haut de mes 20 ans, j'ai invité les plus grands, Michel Portal, Jean-Pierre Drouet. Voilà, c'était incroyable. Programmatrice depuis 2008, je crois, c'est ça ? Non, bien avant, depuis 1995, où j'ai été appelée comme conseillère artistique de la filature de Mulhouse. Donc là aussi, c'était la danse, la première entrée, mais on réfléchissait beaucoup à faire des correspondances, notamment dans le cadre de petits festivals de correspondance avec la musique et le théâtre. De faire dialoguer les arts. Voilà, toujours. Et au Théâtre de la Ville, c'est quoi ? C'est depuis 2008 alors ? Oui, c'est ça. C'est ça, c'est la date que j'avais en tête. Mais donc après la filature de Mulhouse, j'ai fait toute la partie programmation, création du Centre national de la danse. À l'époque de la transition, où on a déménagé à Pantin. Donc là encore, beaucoup de réflexions globales sur voilà, ce que c'est qu'une institution comme ça, à quoi elle sert. Quel rôle elle doit avoir. Comment on peut être utile, le plus utile possible aux artistes et au public. Parce que c'est tout ce qu'on a dit sur les artistes, c'est aussi, nous sommes l'intermédiaire entre les artistes et le public. Donc, il faut toujours penser beaucoup au public, au développement des publics, essayer de faire venir ceux qui sont les plus éloignés des théâtres. Et donc, c'est une réflexion constante à mener en parallèle. Et donc, c'est ce que tu fais au quotidien dans ton rôle de programmatrice, c'est faire le pont comme ça entre les artistes et les publics ? Oui, c'est ça. Et essayer de trouver un équilibre... justement, pour qu'il y en ait un peu pour tout le monde, essayer d'équilibrer les jeunes artistes, les artistes reconnus, évidemment les femmes, les hommes, les différents continents. En revanche, je ne raisonne jamais en termes de style de danse. Ça ne m'intéresse pas tellement. Pour moi, c'est vraiment la voix singulière d'un artiste qui compte, d'où qu'il vienne, de quelques chants de pratiques qu'il vienne. Ça vient en second plan si c'est du hip-hop, du flamenco et tout. C'est pas ça qui m'intéresse, c'est vraiment sa voix à lui ou à elle, sa voix singulière et particulièrement les artistes qui justement font un pas de côté par rapport à la discipline qui les a formés. C'est le cas de Israël Galvan par exemple, ou de Saino Lelo avec le hip-hop. Ils font des pas de côté, ils réfléchissent par eux-mêmes où est-ce qu'ils veulent conduire la pratique qu'ils ont eue et la mettre au service de la création, parce que finalement la pratique c'est ce qui forme un corps, mais ensuite créer c'est autre chose.
Créo, c'est tout à fait autre chose. C'est pour ça que les danseurs ne deviennent pas automatiquement des chorégraphes. Et vice-versa, il y a des chorégraphes qui n'ont jamais dansé, qui connaissent finalement, qui n'ont jamais expérimenté dans leur propre corps ce qu'ils utilisent après dans les spectacles. Et cette voix singulière, toi, comment tu l'as saisie ? Alors, il peut y avoir des voix singulières qui se ressemblent, parce qu'il y a des grands courants, on le sait bien, il y a des grands courants artistiques qui traversent des périodes, mais quand même, il y a quelque chose qui n'est pas reproductible. Donc, du coup, c'est jamais de la distraction. C'est quand même quelqu'un qui a réfléchi, qui est allé sur une voie qui creuse. Alors après, il y a des artistes comme Sharon Eyal ou Tao Ye, de la compagnie Tao Dance Theater de Pékin. Programmés d'ailleurs, dans la saison. Oui. Qui disent qu'en fait, ils font une seule et même pièce qui continue avec des variations et des choses qu'ils ajoutent. Et puis d'autres au contraire, qui essayent tout, qui font des choses très différentes d'une pièce à l'autre. Comment je définirais la voix singulière, c'est aussi une signature. C'est comment on reconnaît un tableau tout de suite. Ça peut être ça peut être une signature, quelque chose qui lui est vraiment propre. Je dirais la faculté de faire des pas de côté, cette notion de signature. Qu'est-ce qui peut définir ça encore ? Peut-être d'avoir digéré ce qu'ils ont appris, ce qui les a amenés là. Parce que certains chorégraphes ne viennent pas toujours du milieu de la danse, d'ailleurs. Il y en a certains qui viennent plutôt des arts visuels ou du cinéma ou même du théâtre. Et comment ils utilisent ce qui les a amenés là pour en faire quelque chose d'autre, qui construisent. Bien sûr, ils construisent à partir de ce qu'ils sont, de ce qui les a formés, mais quand même, ils ont la faculté de le transformer. Je pense que c'est aussi ça, ce mot de transformation qui est important. D'explorer des ailleurs. Voilà, c'est ça. Comment on transforme une matière, comment on transforme un sujet, un thème. C'est ce processus de transformation qui est vraiment très passionnant. Et une voix tellement forte qui crée finalement une sorte d'ADN singulier. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Et ça, c'est ce qui va aiguiser ta curiosité, qui va ouvrir l'appétit pour un artiste. Oui, voilà, c'est ça. Et on le voit très tôt, généralement. On voit très tôt cette étincelle nouvelle. On la sent très tôt. Je ne pense pas qu'elle arrive. Bon, peut-être il y en a surtout les danseurs, surtout que les danseurs qui deviennent créateurs, ils ont besoin peut-être de faire 1, 2, 3, 4 essais avant de trouver vraiment leur langage propre. Pourquoi ? Parce que eux, ils ont été tellement façonnés auprès de compagnies, surtout quand ils ont resté longtemps auprès d'une compagnie, auprès d'un chorégraphe. Ils sont vraiment façonnés. Et c'est leur corps même, c'est leur muscle même. Donc c'est vrai que ça peut être assez difficile pour eux même musculairement. C'est comme quand on apprend une langue, on a les muscles de la bouche qui fonctionnent d'une certaine manière et pour apprendre une autre langue, il faut les faire fonctionner différemment. Donc ça peut effectivement leur prendre plus de temps. Mais l'étincelle, elle doit venir quand même, de mon point de vue, elle doit venir jeune. Enfin jeune, oui, assez tôt parce que sinon c'est difficile de la trouver. Et toi, tu t'es trouvée dans ton rôle de programmatrice, la programmatrice que tu avais envie d'être. Ça se construit sur la durée aussi, j'imagine. Je pense, oui, du fait déjà que j'ai commencé très très jeune par hasard, parce que sur cette histoire de jazz. Voilà, c'est ça. Il faut foncer, il faut pas avoir peur de se tromper. On se trompe parfois, mais bon, après avec l'expérience, on essaye de le faire de moins en moins. Mais en plus, le théâtre de la ville est fidèle à des artistes, et puis on entre à chaque fois des nouveaux. C'est un peu une sorte d'arithmétique un petit peu compliquée pour arriver à garder les artistes qu'on a même depuis longtemps. Dans le cas de Pina Bausch, c'est depuis plus de 50 ans maintenant. Et d'en entrer des nouveaux.
Parce que voilà, les années ne font que 365 jours, et même si on programme beaucoup même pendant les congés scolaires, etc., on fait parfois en un mois ce que d'autres scènes font en une saison. Enfin, j'exagère un peu, mais on fait beaucoup, beaucoup de choses. Parce qu'en dehors de la saison que vous voyez publiée maintenant dans cette nouvelle brochure, les yeux, on ajoute au fur et à mesure. Voilà, dès qu'il y a un petit trou, en fait, on ajoute des choses qu'on découvre au fur et à mesure, et notamment grâce à un festival qui s'appelle Chantier d'Europe qu'on a conçu en 2010, où on arrive à être beaucoup plus près de l'actualité et programmer plus tard. Vous voyez d'ailleurs, il y a des trous en mai-juin pour ça. Et puis Danse élargie, donc, qui permet une fois tous les 2 ans d'avoir 20 projets nouveaux avec des gens qu'on va suivre après. Oui, on va en parler. Donc il y a cette liberté aussi, ce besoin d'avoir effectivement des plages de liberté pour pouvoir réagir face à l'actualité. Voilà, surtout dans une grande maison comme ça. C'est quand même un paquebot qui continue sur sa lancée. Donc son ADN, c'est la fidélité à des artistes. Donc on invite création sur création. Donc heureusement, les chorégraphes ne créent pas tous chaque année. Heureusement, parce que sinon on n'arriverait pas à en entrer des nouveaux. Mais en tout cas, tous les 2 ans, nous avons donc une nouvelle barque avec tous ces nouveaux navigateurs, 20 projets à chaque fois. Et ces 20, nous nous engageons à les accompagner, à les suivre. C'est-à-dire s'ils n'explosent pas en vol, s'ils continuent de nous envoyer des informations, on va voir ce qu'ils font, et on y retourne. Là, on parle de Danse élargie. Là. Oui, on passe de Danse élargie, on les suit vraiment. Oui, il n'y a pas que... Nous les programmons déjà dans un temps dédié qui est en septembre de l'année suivant le concours. Donc là, ça sera septembre 25. Donc là, il y a une sélection que je fais par rapport à ce que je vois, qui n'a pas à voir forcément avec les lauréats que choisit le jury, parce que le jury est tout à fait souverain. Et il a cette particularité de n'avoir que des artistes de différentes disciplines. Donc là, je programme, moi, ce que sur les 20, et pas forcément seulement les lauréats. Et puis après, petit à petit, on l'a vu pour la Horde, on l'a vu pour Saïdo Lelou, évidemment, qui rentre dans notre programmation normale, dans le grand paquebot. Voilà. Mais c'est une manière comme ça de pouvoir... c'est une porte d'entrée rapide, en fait. Danse élargie, c'est une porte d'entrée pour des nouveaux qu'on mettrait plus de temps à... C'est un moteur, en fait. C'est un accélérateur de découverte, là, pour le coup. Un incubateur. Parce qu'il y a ça aussi dans tes caractéristiques, c'est que tu es très sensible à la jeunesse, aux nouvelles propositions, et Danse élargie permet ça. Tu fais partie du comité de sélection au départ, et puis tu dis, il y a aussi l'aval. Ces 20 artistes qui sont programmés lors du concours, on ne les lâche pas après dans la nature. Moi, je continue à les suivre. Et... Voilà, c'est ça. Et comme je ne peux pas tout faire, pas tout voir, il y a des jeunes artistes qui rentrent d'une autre manière, mais c'est vrai que c'est quand même un petit peu plus rare. Pourquoi ? Parce que quand on les rentre directement au théâtre de la ville, dans la programmation de saison, en fait, c'est pas sur une pièce qu'on va juger. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme un festival où on se dit soit parce qu'il a une thématique pour cette édition, ou bien parce que le programmateur va prendre ce qu'il a vu de meilleur dans la saison, ce que je comprends très bien pour un festival. Le théâtre de la ville ne fonctionne absolument pas comme ça, puisqu'il va être fidèle, il va accompagner les créations, coproduire les créations. Il faut avoir vu non seulement pas une pièce qui nous plaît, et puis d'ailleurs qu'elle nous plaise ou pas, c'est pas le problème, c'est justement essayer de toujours rechercher cette singularité, quelque chose de très particulier à cet artiste. Mais il faut voir quand même 1, 2, 3 pièces avant de le faire rentrer. Donc ça prend du temps. Tandis que Danse élargie, on les voit et on va les programmer un an après. Donc c'est un processus qui est beaucoup plus rapide. Donc il y a les deux qui se... construisent y a les deux en parallèle. Mais c'est vrai que souvent, quand un artiste m'intéresse, je leur dis, écoutez, présentez-vous à Danse élargie la prochaine édition, et voilà, on va voir. Mais je suis pas seule à choisir le comité de sélection. Hein. Non, je sais bien. Parfois, il y a quand même des artistes qui passent ce que j'aurais bien voulu, mais qui passent à travers les mailles du filet, parce que parce qu'on n'en choisit que 20 et qu'à la fin... ils ne sont pas forcément choisis. Et la particularité de ce concours, c'est qu'il est international, que ce sont des artistes... Alors, j'ai réalisé il y a peu de temps que finalement, on était la seule... C'était la seule plateforme internationale
pour la danse, même si celle-ci est élargie, puisque là, pour cette édition, on a des metteurs en scène, des marionnettistes et des gens qui sont aussi plutôt de la musique. Mais enfin, en tout cas, quand même, à la fin, ce qu'on voit sur le plateau, c'est quand même quelque chose qui ressemble à de la danse, puisque les règles, c'est 3 personnes minimum sur un plateau, donc c'est quand même le début d'une chorégraphie. Enfin, comment organiser des corps dans l'espace et pendant un temps donné qui est de 10 minutes maximum. J'ai réalisé que c'était la seule plateforme de ce type, en fait, internationale, parce qu'il y a des plateformes nationales en Allemagne, en Italie, en Espagne, au Portugal. Il y a des plateformes européennes, comme Spring Forward du réseau Aerowaves, par exemple. Mais finalement, complètement international, pour l'émergence, il y a pas. C'est la seule... Enfin, sauf si vous en trouvez une autre. Alors si. Ça serait bien d'ailleurs, mais en tout cas, voilà. Donc elle existe et c'est bien, elle a le mérite d'exister. Et puis elle s'appelle Danse élargie et ça rejoint un peu l'idée que tu te fais de la danse, c'est-à-dire que c'est la danse qui va ailleurs, puisque là on parle d'acrobates, de musiciens, de metteurs en scène. Et donc ça rassemble toute cette palette-là d'artistes. Oui, c'est ça, qui à la fin composent quelque chose de chorégraphique. Oui, de chorégraphique, voilà, c'est ça. Et toi qui observes la danse là depuis tant d'années, il y a des artistes qui ont façonné ton regard sur la danse? Oh là, c'est un peu comme les gens qui demandent aux enfants s'ils préfèrent leur papa ou leur maman. Hein. C'est quand même... Non, parce que... Comme je dis, là, en ce moment, on fait des présentations de saison et les abonnés ou les spectateurs me disent « Qu'est-ce que vous me recommanderiez ?» Il y a une chose que je leur dis « Mais tout dépend de ce que vous voulez voir. Moi, quand je vais au cinéma, et malheureusement, je ne peux pas y aller très souvent, je vais aller voir le film kirghize ou péruvien ou malaisien. Enfin, je ne vais pas aller voir le blockbuster le plus en vue. Donc, tout dépend de ce que vous recherchez. » Et non, mais c'est des rencontres qui ont été quand même assez exceptionnelles. Quand Robin Orlin en 97, j'ai reçu une vidéo que je devais même pas, qui m'était même pas adressée, que je devais amener à l'Institut français. Et je me suis dit, bon, je vais quand même regarder. Et puis, à l'époque, c'était des VHS. Enfin, bon, un matin, je prends 10 minutes pour regarder cette vidéo. Tout d'un coup, je vois, mais cet artiste, c'était un interview avec des petits extraits derrière. Mais c'était principalement un interview et c'était tellement intéressant. Je me suis dit, mais cet artiste, et j'étais à l'époque à Mulhouse, et j'ai eu de la chance d'avoir un directeur qui a répondu OK, là, pour un aller-retour Johannesburg-Mulhouse. Parce que personne ne la connaissait. Et là, pour le coup, je ne pouvais pas essayer de convaincre les collègues. Mais en revanche, j'avais préparé quand même suffisamment les choses pour que Monsieur Violette vienne à Mulhouse. C'était quand même le mois d'avril, donc très très tard dans sa programmation. Et il a décidé de le prendre dans une opération qu'il avait fait qui s'appelait Autre danse, autrement, ailleurs, autrement. Et il l'a inclus immédiatement après l'avoir vu. Donc là encore, j'avais quand même réussi à faire venir les gens qu'il fallait au bon moment. Et c'est comme ça que Robin Orlin a été ensuite assez lancé. Voilà. Bon, ça a été une rencontre qui me restera pour toujours. La même chose pour Papa Yohannou, que je vois une répétition alors que j'étais venue voir un autre spectacle. Et puis bon, c'était tellement prodigieux qu'il fallait vraiment faire quelque chose tout de suite. Et dans ce que tu dis, on a l'impression, c'est pas qu'une impression, c'est une réalité. Il y a un jaillissement du cœur qui s'opère, un coup de cœur immédiat. Et il y a aussi tout le travail il faut convaincre. Oui. Oui, c'est ça. Mais c'est comme j'ai dit tout à l'heure, c'est tellement évident. C'est tellement évident qu'il faut le faire. Bon, il y a dans un autre domaine, parce qu'il n'est pas du domaine de la danse, mais en 92 ou 80, enfin juste après la chute de l'apartheid, j'ai pu voir William Kentridge. C'était son Wojciech et c'était, je pense, alors je sais pas si c'était la première fois qu'il se présentait en Europe, mais enfin en tout cas c'était une de ses premières pièces théâtrales. Et là, c'est pareil, j'ai été éblouie. Bon, la seule erreur que j'ai pas faite, c'est de pas acheter un de ses dessins à ce moment-là. Mais là, ça a pris du temps. Ça a pris du temps parce que j'ai fait venir les vidéos. Là encore, c'était des grosses vidéos. Là. Je les ai fait venir de son producteur en Afrique du Sud. Et j'ai déposé ça au Festival d'Avignon, au Festival d'automne. Et j'ai calculé que ça avait pris quand même 7 ans avant qu'ils soient invités vraiment dans ces endroits-là. Donc, c'est un travail de longue haleine aussi, parfois. Oui, c'est ça. Puis alors là, pour le coup... C'était bon, de toute façon c'est un tellement grand artiste que finalement évidemment il n'avait pas besoin de moi
pour se révéler. Mais ça a pris du temps, je me souviens. Alors que quand même, l'Afrique du Sud, à ce moment-là, c'était le pays où il fallait aller. C'était juste à la fin de l'apartheid. Il y a tellement de talent, là. C'était bouillonnant de talent. Et moi, malheureusement, comme j'étais à ce moment-là productrice, c'est que j'avais pas beaucoup d'argent. Je n'ai pas pu y aller avant 2000, l'année 2000. Mais c'est ce qui m'a... Du coup, Mais d'autant plus important que d'avoir complètement par hasard eu cette vidéo de Robbie Darlin. Parce que j'étais déjà sensibilisée au fait qu'il y avait vraiment beaucoup de talent là-bas. Et dans ce que j'entends aussi, tu vas peut-être me dire que c'est pas du tout vrai, j'ai l'impression qu'il y a la danse que tu programmes et la danse que tu aimes voir. Est-ce qu'aujourd'hui les deux se rapprochent ? Ah oui, quand même. Moi, je défends absolument tous les spectacles que nous programmons. Bon, même parfois, comme nous programmons beaucoup de créations, c'est pas toujours exactement. Ça peut arriver qu'il y ait des écarts et même des chorégraphes importants qu'on invite depuis longtemps. Il y a des pièces plus ou moins réussies que d'autres, comme des tableaux sont plus ou moins réussis. Hein, c'est pas. Mais on est avec eux, hein, de toute façon. Et puis je peux vraiment page après page vous dire pourquoi est-ce que cette compagnie est importante à ce moment-là, parce que c'est une mosaïque. La mosaïque, elle fait après quelque chose de très beau. C'est un ensemble où les choses se répondent, se complètent et donnent aussi des couleurs différentes et qui se marient ensemble, voilà, comme une très belle mosaïque. Des échos du monde qu'on rassemble comme ça ? Aussi. Bon, ça c'est pour les échos du monde. On a donc ce chantier d'Europe qui est plutôt pour les compagnies européennes. Mais pourquoi c'est des échos du monde ? C'est parce qu'on a commencé en 2010. Donc, il y avait le chantier d'Europe est très tourné vers l'actualité. Et il y a beaucoup... On s'attache quand même pas mal au théâtre, à l'art documentaire. Même la danse documentaire. Il y a aussi des pièces de danse qui parlent de sujets sociétaux. Et donc, le chantier d'Europe, c'est pas mal ça. C'est l'état de l'Europe à un moment T, intenté. Donc là, on a eu la crise financière, on a eu les préoccupations écologiques, le droit des femmes. Donc, c'est l'écho du monde. Voilà, c'est le ça. sujet que tu sens là, je pense que la préoccupation, c'est les extrêmes. Et malheureusement, là où se dirige l'Europe, c'est pas... Malheureusement, les gens ont la mémoire courte et oublient un peu trop que l'Europe a été vraiment conçue pour avoir un continent en paix. Et on a 2 guerres quand même à nos portes. Et ça, c'est une énorme préoccupation. Qui traverse les corps aujourd'hui. Oui, ça c'est certain. C'est certain. Et puis, quand même, on sent une angoisse, une anxiété qui monte. Alors toi, tu sillonnes des pays, la France. Tu te déplaces beaucoup pour aller voir ? Oui. Alors quand même des sauts de puce parce qu'on a des compagnies quand même tous les soirs à accueillir. Et t'es là ? Voilà, et donc il faut être là forcément systématiquement. Au moins une fois. Déjà là, pour les répétitions, surtout les jeunes compagnies, je vais partir tout à l'heure aux Abbesses pour voir Igor et Moreno, pour voir comment se passent les répétitions, le jour de la première évidemment, le jour de la dernière. Donc ça laisse quand même assez peu de temps. Je fais des très rapides sauts de puce. Donc du coup, les voyages lointains sont un peu plus rares, mais j'en fais quand même 1 ou 2 par an. Mais c'est vrai qu'on n'est pas comme un festival avec une longue période où on peut sillonner le monde. Non, c'est pas comme un théâtre. On est là tout le temps. On doit être là tout le temps. Et les nouveaux enjeux de la danse, là ? Alors, si je vois bien ce qui a traversé les décennies passées, dans les années 90, l'art conceptuel, qui n'était pas seulement dans la danse d'ailleurs. Après, dans l'orée des années 2000, on a vu vraiment surgir tous ces chorégraphes africains qui sont venus, parce qu'ils étaient danseurs dans certaines compagnies, ils se sont émancipés, ils sont devenus chorégraphes et ça a été un très grand apport pour la danse. Le hip-hop a été un très grand apport pour la danse. Il y a une telle diversité, c'est vrai que je serais en peine de dire qu'est-ce que ça va être la prochaine décennie. Mais bon, on va peut-être le voir là, le 15-16 juin. En tout cas, ça sera une fenêtre dans tous les cas. C'est ça, et ce qu'on voit, c'est quand même une incroyable diversité à partir des mêmes règles. Et ça, c'est très réjouissant.
très réjouissant parce que et en plus c'est la surprise parce qu'entre ce qu'on voit nous au comité de sélection qui est vraiment une maquette, souvent c'est l'artiste qui explique devant la caméra ce qu'il va faire et le résultat qu'on va voir sur scène, il peut y avoir un écart énorme. Donc c'est une surprise pour nous aussi. Quand même peut-être ce qui se dessine c'est une danse plus politique. Au sens large, c'est-à-dire c'est pas un message, forcément un message politique direct, mais quand même des corps broyés pour certains pays, ou qu'on empêche de parler. D'autres, au contraire, qui s'émancipent, notamment les femmes. Donc très clairement, une forte poussée de l'émancipation des femmes qui le montrent corporellement. Donc je dirais que presque la moitié des pièces ont une dimension politique, au sens large. Et de quoi ont besoin ces nouvelles compagnies, ces nouveaux créateurs ? Alors, les Français ont quand même relativement de la chance parce qu'on a un système quand même de financement de la culture extrêmement bien organisé, même si c'est jamais assez, mais quand même il est bien structuré, bien organisé. Donc, même si on n'accède pas tout de suite à des subventions, il y a quand même danse. Enfin, il y a toutes ces étapes intermédiaires qui aident énormément. Un système de résidence quand même dans beaucoup de lieux, et notamment les accueils studios. Il y a plein de pays où le soutien, c'est zéro. Absolument zéro. Donc... surtout pour la danse où il y a quand même besoin d'un minimum d'espace parce qu'on ne peut pas faire toutes ces danses, créer toutes ces danses dans sa salle de bain ou dans sa cuisine, qu'il y a un minimum d'espace, un minimum de chauffage quand dans les pays froids. C'est vrai que c'est dur. C'est dur parce que la précarité empêche quand même de créer pour la danse justement parce qu'il faut quand même physiquement on a besoin d'un minimum de confort pour pouvoir ne serait-ce que bouger et faire marcher ses muscles. Et qu'est-ce que ça induit alors sur l'écosystème de la danse de voir qu'effectivement il y a des pays qui sont beaucoup plus fragilisés dans leur espace de création que d'autres? Oui, alors là encore, on a un système, là encore, d'un institut français, d'alliance française, de centres culturels français à l'étranger qui aide quand même souvent beaucoup la création, les artistes locaux. Donc ça, c'est formidable. On le voit en Afrique, mais pas seulement. Dans certains pays, ils sont même presque comme une sorte de ministère de la culture fantôme, enfin voilà. Donc ça peut aider, mais en fait, ce qu'on peut faire, nous, de notre côté, c'est mobiliser les professionnels qu'on connaît dans ces pays-là pour qu'il y ait des retombées et un soutien, voilà. Quand les compagnies sont très loin, ça a été le cas pour l'édition 2022 d'une compagnie indienne qui était vraiment formidable, que moi j'avais trouvé, que j'aurais énormément voulu faire revenir, mais là, on se heurte quand même à des questions financières. Et ce qui me reste à faire pour cette compagnie-là, mais on en a d'autres en 2024 qui viennent de loin, le Brésil, le Nigeria notamment, c'est de mobiliser les professionnels qu'on connaît dans leur pays pour qu'ils soient invités, si nous n'arrivons pas à les faire revenir, qu'ils soient au moins invités dans leur pays et reconnus dans leur pays. Je pense que quand même le fait de passer à Hôtel de la Ville, qui est quand même un lieu prestigieux et puis quand même connu mondialement pour la danse, c'est quand même une reconnaissance. C'est vrai que je pense pour une compagnie, ça change quand même beaucoup de choses. Et ça leur permet sans doute de mobiliser quand même et de dire je suis passé au Théâtre de la Ville, c'est pas n'importe quoi. Ça a été adoubé quelque part. Oui, c'est ça. Et aux jeunes danseurs qui deviennent créateurs, tu as envie de leur dire quoi? Notamment à ceux qui vont passer le concours de danse élargie. Tu as des conseils? Alors, oui, quand ils sentent vraiment cette possibilité, cette étincelle, cette capacité à trouver à l'intérieur d'eux-mêmes leur propre voix, alors qu'ils ont été façonnés d'une certaine manière, je leur dis allez-y. Mais sinon, c'est vrai que c'est un petit peu le danger du danseur qui... Enfin, souvent j'appelle des pièces de danseurs, c'est-à-dire ça ne dépasse pas ce stade-là. Et là, parce que là, c'est un petit peu la tentation quand un danseur n'a plus de travail pour une raison ou pour une autre, parce que quelquefois c'est long d'attendre, on passe une audition, 2 auditions, 3 auditions, et on se dit, finalement, on va essayer de faire son propre travail, mais ça suffit pas. Il faut qu'il y ait quand même un appel intérieur qui soit plus que simplement meubler du temps. Même si de toute façon, c'est jamais perdu pour un danseur, je pense que c'est bien
déjà même pour comprendre après qui il a devant lui et pourquoi parfois ça dérape d'une manière ou d'une autre. C'est que c'est quand même dur d'être créateur pour un groupe qui est là, qui attend, qui est en situation d'attente. Donc, ne serait-ce que pour ça, c'est bien qu'il se frotte à la chorégraphie. Pas seulement tout seul pour un solo, mais pour deux. Enfin, c'est surtout à partir de 3 que commence l'apprentissage de la chorégraphie à proprement parler. Donc, de toute façon, c'est jamais une perte de temps. Mais c'est vrai qu'il faut être exigeant avec soi-même, quoi. Être exigeant avec soi-même. On finit par un petit quiz, ça te va ? Hier, il y a eu la présentation à tous les abonnés de la programmation 2024-2025 du Théâtre de la Ville. Est-ce que tu pourrais nous dire les rendez-vous à ne pas manquer de cette programmation ? Alors, c'est encore choisir parmi tous ces enfants. Oui, non, c'est ça, parce que là, il peut y avoir aussi bien Esther Salamon, qui est tout à fait particulière. Alors, cette pièce, en plus, va être magnifique quand elle va se déployer sur ce grand plateau, mais on n'attend pas forcément des foules énormes. Donc, ça peut aller de ça, quelque chose de très, très particulier qui va se déployer dans la lenteur, dans une beauté absolument hypnotisante, et comme une sorte de matière qu'elle sculpte en perpétuel mouvement, à la reprise d'Isabelle Huppert dans Castellucci, dans Bérénice, mis en scène par Castellucci, ou bien la pièce de Schechter qu'on va reprendre. Donc c'est ça, c'est ce que je dis. C'est difficile de vous dire allez là ou allez là. Ça dépend de ce que vous recherchez. Mais et puis pour moi, c'est cette mosaïque qui est importante. Moi, j'aime toujours voir ce que je connais pas. Quand je feuillette les pages d'un festival ou d'une brochure, je vais vraiment, que je ne connais pas un nom, alors là, je me dis, il faut que je fais des recherches sur Internet pour essayer de comprendre qui c'est, pourquoi je ne le connais pas. Et c'est toujours ça qui m'attire le plus. La curiosité. Et dans Danse élargie, on les sélectionnés pour le concours du 15-16 juin. Il y a une telle diversité, et des idées tellement parfois farfelues. Là aussi, moi, je suis complètement excitée. J'attends le samedi 15 juin, puisque c'est là qu'on va voir les 20 projets, avec impatience. Alors après, le jury, qui est souverain, encore une fois, on le dit, va choisir qui veut revoir le dimanche. Donc parfois, moi, je mets des groupes auxquels je mettrais le premier prix. Ils ne passent même pas le cap entre le samedi et le dimanche. Mais bon, c'est comme ça. Libre à moi après de les inviter et de les soutenir par ailleurs. Mais voilà, moi, c'est la journée du samedi qui me ravit d'avance. Donc, je viendrai te voir à la fin de journée de samedi pour savoir quels sont tes coups de cœur. Oui. Et alors, est-ce qu'il y a un festival que tu ne manques jamais parce que c'est le rassemblement de ce que tu veux voir? Alors là encore, je vais presque plus facilement dans un festival que je ne connais pas et avec des artistes que je ne connais pas, mais je vais jamais dans un endroit sans avoir fait quand même des recherches sur ce que je vais, parce que je vais pas me voyager pour voyager, me balader comme ça pour aller passer. C'est pas des vacances, quoi. Parce que si je veux passer des vacances, je préfère passer des vraies vacances. Donc je regarde, mais quand ça m'intéresse, par exemple là, dernièrement, je suis allée déjà l'année dernière et je vais retourner à la Biennale de danse de Venise, pas parce que c'est Venise, bien que ça soit difficile de résister à Venise évidemment, mais quand même parce que c'est la programmation de Wayne McGregor, et je dois dire que je suis quand même assez bluffée par ses choix. Déjà, il a fait revenir la compagnie Tao Dance Theater, qui n'était pas sortie depuis 3 ans avec ce confinement interminable qu'il y avait en Chine, et qu'il a fait revenir en lui donnant le lion d'argent. Donc ça, c'était vraiment formidable. Et puis cette année, il fait venir la compagnie Sankofa, la compagnie colombienne que j'ai invitée en mars dernier aux Abbesses, et qui est avec toute une tournée qu'on a organisée. Il l'a fait venir avec une autre pièce, donc je vais y aller vraiment avec beaucoup de curiosité. Parce que sinon, bon, évidemment, il y a Avignon, Montpellier, j'y vais presque plus par respect des directeurs, parce que les pièces que je vais y voir, quand même, souvent, soit je les connais, soit je me doute un peu de ce que ça va être, et je pourrais éventuellement attendre de les voir à Paris gratuitement, alors que quand même, au Festival d'Avignon, on paye des billets, pour ce qui est tout à fait normal d'ailleurs. Mais j'y vais parce que, voilà, Montpellier, parce que j'aime beaucoup Jean-Paul Montanari, qui a fait un travail quand même splendide pendant toutes ces années, et il a d'autant plus cette année parce que c'est son dernier festival. Et puis voilà, je vois évidemment avec beaucoup d'intérêt le travail de Thiago Rodriguez et de Magda Bizarro à Avignon. Super. Un souvenir dansé dans ton corps pour finir? T'en as un ou pas? Waouh.
J'ai envie de dire un truc tout à fait bon parce que j'ai dansé avec Viola Farber, c'était vraiment magnifique, des années magnifiques. Voilà, si je pouvais, je retournerais facilement à ces années-là. Mais une pièce qu'on a fait justement, le concours qui a précédé Danse élargie, qui s'appelle le concours de Bagnolet. À l'époque où c'était vraiment Bagnolet, et donc avec cette règle qu'on a gardée à Danse élargie, que Boris... en fait, l'idée de Boris Charmat, c'était de faire un reenactment, de rejouer entre parenthèses, entre guillemets, Bagnolet, dont le sous-titre, c'était Le ballet pour demain. Donc comme demain était arrivé, il fallait le refaire. Et après, on a décidé, avec Emmanuel de Marcy-Motta, d'en faire un concours plus pérenne. Mais alors donc, du temps de Bagnolet, alors ça devait être en 2000... Non, pas en 2000, qu'est-ce que je raconte ? 1985, je dirais, Didier Deschamps a fait une pièce où on avait des costumes en papier. Et j'entends encore le son du papier qui claquait, qui se déchirait au fur et à mesure de la pièce. Et voilà, j'ai envie de... Tout d'un coup, ça me vient, là, comme vous me posez cette question, d'entendre cette danse. Alors, je me souviens même plus du titre de la pièce. Mais c'était Didier Deschamps avec des costumes en papier qui étaient absolument extraordinaires. D'un garçon qui s'appelait... je me souviens plus. Voilà. Magnifique. Et un souvenir dansé sur un plateau ? Ça, c'était quand même sur un plateau aussi. Mais là, quand même, avec Viola Farber, quand on a été invité ici même au Théâtre de la Ville par Monsieur Violette, qui était venu nous voir à Alençon. Alors depuis, je dis toujours aux compagnies qui vont à Alençon ou ailleurs dans des petites villes, parce que je ne pense pas incriminer Alençon en disant que c'est une petite ville, enfin c'est pas une capitale en tout cas. Je leur dis, mais faites le spectacle aussi sérieusement que si vous étiez au Théâtre de la Ville à Paris ou sur la cour d'honneur d'Avignon, parce que vous ne savez jamais qui va venir dans la salle. Parce qu'effectivement, ce soir-là, il y avait Monsieur Violette qui était venu, parce qu'il avait une maison en Normandie, donc ça ne devait pas être très loin pour lui. Et il nous a invités aussi sec, il nous a invités sur le plateau du Théâtre de la Ville. Incroyable. Merci infiniment, Claire. Merci. Est-ce que tu veux rajouter des petits mots ou des grands mots pour la fin ? Non, je veux juste vous dire, Dorothée, que je pense que vous avez eu beaucoup plus de matière que je n'en ai jamais dit. Donc, tant mieux, parce que vous êtes très sympathique et je pense que ce que vous faites, c'est vraiment important. Merci Claire, ça me touche beaucoup. Merci. Au revoir. Voilà, clap de fin. À très vite pour refaire danser les mots ensemble le temps d'une conversation. Merci d'avoir passé ce moment avec nous. Et n'oubliez pas, nous sommes tous danseurs. Le podcast est disponible sur de nombreuses plateformes, alors abonnez-vous pour ne pas manquer de nouvelles rencontres autour de la danse. Et surtout, n'oubliez pas de laisser un mot doux ou une note 5 étoiles sur iTunes ou Apple Podcasts. J'oubliais, n'hésitez pas à m'écrire sur l'Instagram Tous Danseurs si vous avez des questions.